Je vais essayer de ne pas vous faire peur pendant ces 45 minutes. Ça va être difficile vu le sujet dont je vais vous parler. Mais je déteste jouer sur les peurs. Peur, ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, ça va être de vous montrer à quel point les discours qu'on entend sur l'IA sont en très grande partie une bien-pensance qui est dangereuse. Qui est dangereuse parce qu'elle ne nous prépare pas du tout à ce qui est vraiment en train d'arriver. Et je vais essayer de vous convaincre que ce qui est en train d'arriver est penser à ce que vous imaginez de plus radical vis-à-vis des IA, eh ben, c'est le double. Alors, merci beaucoup pour les slides. Maintenant que j'ai rempli le temps d'arrivée de mes slides, allons-y. Qui pense que dans la décennie à venir, des systèmes d'IA seront capables de réaliser à peu près toutes les tâches cognitives qu'un humain peut réaliser? Je parle de tâches cognitives, ça ne veut pas dire que l'IA va faire le café. Oui, 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 vous pensez que oui? Ok. Qui pense que ça peut arriver dans les 2 prochaines années? Ok, on en a beaucoup moins là. Intéressant. Si ça arrivait d'ici 2 ans, à votre avis, vous, en tant qu'humain, en tant que travailleur, est-ce que vous vous sentiriez prêt? Pour ceux qui le croient, oui. Oui, très bien. Ishraf est prête aussi. Très bien. Magnifique. Allons-y. Alors, pour parler d'avenir, il faut juste que je vous parle très rapidement du passé. L'intelligence artificielle, bon, dans un colloque comme celui-ci, je ne vais pas rappeler d'où ça vient, mais quand même, au début des années 2000, quand l'intelligence artificielle va commencer à prendre son envol, l'intelligence artificielle moderne, elle existe depuis bien plus longtemps, mais quand elle va commencer à prendre son envol, elle va avoir une enfance très difficile. Dans les années 2000, il ne faut pas dire qu'on fait de l'IA, sinon on est moqué. On arrive à faire des petits cas d'usage très restreints, mais ce n'est pas considéré comme le nerf de la guerre de l'informatique. Ce n'est pas sérieux l'IA, ce n'est pas ça qu'on met en production. Et donc, comme tout enfant qui a une enfance difficile, à l'adolescence, il a besoin de faire le malin et de se la raconter un peu. Ce moment d'adolescence, il arrive avec cette image. Peut-être que vous avez déjà vu ces visages. Ça, c'est Geoffrey Hinton, un des pères fondateurs de l'IA moderne, le deep learning. Et Geoffrey Hinton, il a reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux en IA l'année dernière. Ici, encore plus important, c'est un de ses étudiants à l'époque, Ilya Sutskever. Ilya Sutskever, aujourd'hui, il est massivement connu dans la tech pour être le cerveau derrière ChatGPT. C'est lui qui a eu l'intuition et l'intention du programme de recherche de GPT et qui a permis, c'était le CTO de l'entreprise OpenAI et un des cofondateurs, et c'est lui qui a permis à cet outil d'arriver dans notre monde. Et puis derrière, vous avez Alex Krizhevsky qui n'est pas resté dans l'histoire autant que ces deux-là. On voit déjà, il est plus timide, il est au fond, plus réservé, mais c'est un ingénieur en IA de très bon niveau. Pourquoi je vous montre ces 3 bonhommes? On est en 2012 à ce moment-là, pour cette photo. Et en 2012, il y a un concours qui consiste à essayer de faire de la vision artificielle. On soumet des images à des algorithmes et ceux qui reconnaissent le mieux les éléments sur ces images gagnent. Et à cette époque, les résultats sont médiocres. Les IA font énormément d'erreurs quand elles essayent de voir le monde. Ces 3 bonhommes arrivent en 2012 à ce concours et ils proposent un algorithme qui s'appelle AlexNet. C'est le papier le plus cité de toute l'histoire de l'IA encore aujourd'hui. Ils proposent AlexNet et tout d'un coup, poum, les performances sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bonnes, ou bien meilleures. Bon, on coupera au montage. Donc, ils ont des performances excellentes. Et là, alors, toute la communauté scientifique s'enflamme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'ingrédient magnifique? Quelle découverte incroyable? Quelle subtile compréhension de l'intelligence ils ont eue? Rien du tout. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé à l'échelle. Ils ont fait un réseau de neurones beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de neurones, beaucoup plus de puissance de calcul et beaucoup plus de données. Et tout d'un coup, ça marche. Changement quantitatif amène un changement qualitatif. En 2017, les chercheurs de Google publient un article, le deuxième article, l'article le plus cité de l'histoire de l'IA après AlexNet depuis 2017. Cet article introduit les transformers. C'est le T de GPT. C'est l'algorithme qui est derrière toute la révolution actuelle. Qu'est-ce qui se passe avec les transformers? Ils veulent faire de la traduction automatique, donc pareil, un cas d'usage un peu classique. En 2015, si on fait de la traduction automatique avec l'IA, vaut mieux pas montrer ça à un prof de langue, vous le savez. En 2017, les transformers arrivent et tout d'un coup, poum, les performances explosent. Qu'est-ce qui s'est passé? Les transformers sont-ils une simulation absolument subtile et magnifique de la langue humaine? Ont-ils trouvé un caractère incroyable à l'intelligence? Pas du tout. Les transformers, ça permet de passer à l'échelle, de faire beaucoup, 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 beaucoup plus gros.
C'est une architecture qui est fondée sur les mêmes principes qu'avant, mais qui permet de passer à l'échelle. Et tout d'un coup, en passant à l'échelle, ça donne la révolution actuelle des modèles de fondation, qui amènent les IA génératives ensuite, mais la vraie révolution, c'est les modèles de fondation, qui tout d'un coup sont tellement énormes qu'ils arrivent à modéliser non pas des cas précis, mais à être généralistes dans leur domaine. ChatGPT ou GPT modélise la langue en général. Des IA qui font des images sont capables de générer tout type d'images. Elles modélisent globalement le fonctionnement des images. Les IA de génération de vidéos sont en train d'arriver à maturité et elles modélisent extrêmement bien la physique. Elles modélisent comment le monde fonctionne parce que c'est le meilleur moyen pour arriver à faire des images en mouvement. Donc là aussi, grand moment en 2017. Ces deux moments, ils sont révélateurs de ce qu'on appelle la bitter lesson, la leçon amère dans le monde de l'IA. Alors ici, on a beaucoup parlé de recherche, donc ça ne va pas faire plaisir aux chercheurs, mais la bitter lesson, c'est en gros le fait qu'on se soit rendu compte qu'en IA, la meilleure stratégie pour améliorer les systèmes, ça ne soit pas de faire de la belle science, ça ne soit pas d'essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne, ça soit de faire juste plus gros. L'IA est un problème d'ingénieur et non de chercheur. Alors évidemment, on peut faire de l'IA beaucoup plus subtile, beaucoup plus résiliente, beaucoup moins consommatrice, et heureusement, il y a des programmes de recherche magnifiques là-dessus. Mais ce n'est pas ça qui fait l'IA moderne et qui change le monde aujourd'hui. C'est plus gros, plus gros, plus gros. Ilya Sutskever, le même que j'évoquais, il a une belle phrase pour dire ça. Il dit « Regarde, les modèles, donc modèle, hein, c'est une IA parce que ça modélise les données, ils ne demandent qu'à apprendre, tu dois comprendre ça, les modèles, ils ne demandent qu'à apprendre. » Avec le deep learning, avec les très gros réseaux de neurones, on a une technologie absolument généraliste pour modéliser n'importe quoi tant qu'on la rend assez grosse. Ça, les chercheurs ont tellement été pris par cette idée-là qu'ils ont étudié depuis le tout début des réseaux de neurones, depuis les années 2000, enfin les tout débuts industriels, depuis les années 2000, ils ont étudié les lois qui gouvernent à l'évolution de ces systèmes. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des lois empiriques, un peu comme les lois de Moore, si vous voulez. Enfin, la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une loi empirique. On regarde le passé et on voit que tous les 18 mois, la puissance de calcul est multipliée par 2 à taille égale, densité de l'information égale. Et donc, c'est incroyable cette loi de Moore parce que toute l'industrie des microprocesseurs tire la courbe, regarde l'avenir et se dit « Ok, donc dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on sera là ». Et bien sûr, c'est une prophétie autoréalisatrice parce que quand toute l'industrie croit qu'on va en être là, tout le monde investit pour y aller et ça finit par arriver. Les scaling laws, les lois d'échelle de l'IA ou les neural scaling laws, c'est les lois de Moore de l'IA. C'est des lois, alors il y en a plusieurs, mais elles se compactent toutes dans une équation qui, en gros, met en relation 3 paramètres. La taille du système d'IA, c'est le nombre de paramètres, alors le nombre de synapses numériques, les connexions entre les neurones, si vous voulez. Deuxièmement, le nombre de données qu'on met en entrée. Et troisièmement, la puissance de calcul, qui peut se ramener à l'énergie. On pourra en reparler un petit peu après. Je crois qu'on a parlé écologie juste avant, et vous allez voir que ça a des conséquences. Donc, on a ces 3 paramètres, et quand on les met dans cette jolie équation, elle nous donne en sortie la performance qu'on peut attendre du système d'IA. Alors, comme on est là aussi dans une école et qu'on est des intellos, pour le plaisir des yeux, tada, l'équation des scaling laws. Ça, c'est fait. Elles sont plus jolies, ces slides. Donc, on a cette équation qui nous permet de prédire la performance d'un système à partir de ces 3 critères. C'est une loi qui est empirique, elle n'est pas fondée sur des lois physiques. Elle pourrait s'arrêter de fonctionner. Mais entre 2005 et aujourd'hui, elle s'est révélée juste sur un passage à l'échelle de puissance de calcul effective, une multiplication par 1 million de milliards de fois. C'est quand même relativement robuste, et donc la charge de la preuve est à ceux qui pensent qu'elle ne va pas continuer. Il y a des arguments pour, on en reparlera. Mais en tout cas, ces scaling laws, aujourd'hui, évidemment, toute l'industrie de l'IA, tous les chercheurs qui font des modèles d'IA, les regardent et regardent comment la courbe évolue. Si on fait confiance à ces lois d'échelle, je ne dis pas du tout que c'est ce que l'avenir va être, l'avenir n'est pas écrit, mais si on se dit qu'elles sont robustes et qu'elles risquent de continuer, voilà où elles nous emmènent. Et toute l'industrie croit à ce que je vais vous raconter. C'est plus du tout du flan. Enfin, ça n'a jamais été du flan, mais avant on était dubitatif, maintenant moins. Donc quand on extrapole, qu'est-ce qu'on a comme scénario? Voilà le présent. En 2023,
Alors en 2022, vous avez ChatGPT qui sort, ChatGPT qui est quand même pas très très malin. Vous avez un prof d'économie aux États-Unis qui fait passer son test de licence à ChatGPT. Et le prof se dit que ChatGPT va avoir, donc ChatGPT c'est GPT 3.5 derrière à l'époque, le prof d'économie se dit que l'IA va avoir la note C. C'est une note très moyenne, c'est l'équivalent d'un 10, 11 sur 20 si vous voulez, et il lui fait passer le test. ChatGPT a pire, il a D, une très mauvaise note. Donc le prof d'économie se fend d'une critique acerbe, jamais une IA n'aura la note A avant 2029. 4 mois après, GPT-4 sort. La fleur au fusil, le prof d'économie se dit je vais lui faire repasser mon test. Il lui fait passer le test. Non seulement GPT-4 a la note A, mais il se classe comme deuxième meilleur étudiant de toute la promotion. Il s'est passé 4 mois. Et entre GPT 3.5 et GPT 4, on a un passage à l'échelle en gros, on n'a pas tous les chiffres, mais en gros, on multiplie par 100 le nombre de données d'entraînement, on multiplie par à peu près 20 la taille du système, et on multiplie par aussi à peu près 100 la puissance pour l'entraîner, puissance énergétique ou le coût, la puissance de calcul. En 2023, je ne dis pas du tout que l'IA est un étudiant universitaire. L'IA, en 2023, ne sait pas faire le café. Un étudiant universitaire sait faire le café, ce n'est pas la même chose. Mais en termes de capacité intellectuelle directe, ces systèmes sont comparables à ce que fait un étudiant universitaire. Les lois d'échelle nous prédisaient qu'autour de 2025, ces systèmes seraient proches du niveau d'un doctorant. Il se trouve que O1, qui est sorti donc en septembre pour la version preview, en décembre pour la version publique complète, avait à peu près ce niveau-là. Et qu'en janvier, 2 mois plus tard, sort O3. Alors, ils ne sont pas passés par O2 parce qu'il y a des problèmes de marque déposée, mais directement O3, donc c'est ces nouveaux systèmes qui résonnent, entre grosses guillemets, avant de répondre, qui produisent des chaînes de raisonnement qui précisent le type de réponse attendue avant de répondre directement. Et donc, la réalité qu'on a en 2025, c'est O3. O3 qui, sur à peu près tous les tests qu'on peut faire, a le niveau d'un docteur dans à peu près toutes les disciplines de l'humanité. O3 se classe sur des problèmes spécifiques, pas sur tout un projet de code, mais sur des problèmes spécifiques dans les 3% de meilleurs codeurs du monde, en termes de score ELO, si vous connaissez un petit peu ce type de score. O3, en termes de biologie moléculaire, c'est le premier système qui, dans les grilles de sécurité de OpenAI, a passé au niveau de risque médium, c'est-à-dire qu'il est capable d'accompagner un novice dans la création d'un virus et d'arriver à peu près, en un peu plus de temps, mais à peu près au même niveau qu'un expert qui essaierait de créer un virus. Donc, en termes de biologie moléculaire, il est très fort. Je suis en train d'écrire une BD qui va sortir en novembre sur l'avenir de l'IA, et du coup, dans la BD, il y a l'idée qu'une IA va concevoir son successeur, l'IA suivante, et elle va créer une nouvelle langue, pas la langue humaine, une langue plus efficace pour que l'IA pense, entre grosses guillemets, dans une langue plus efficace. Et donc, moi, j'ai eu envie de m'amuser à créer une langue qui compresse l'information très efficacement. J'ai passé une journée avec O3, j'aurais jamais pu le faire moi-même, j'ai passé une journée avec O3, et j'ai une nouvelle langue qui compresse maximalement l'information par rapport à l'information de Shannon, et qui me permet de traduire, d'encoder et de décoder. Donc ça ouvre, il aurait fallu être linguiste et théoricien de l'information pour faire ça, pas conférencier, prospectiviste, clairement. Donc O3, par contre, si vous l'avez déjà utilisé, vous sentez que c'est un espèce d'autiste ultra intelligent, mais avec des capacités sociales très réduites. Il s'exprime d'une façon très, très, très brute de décoffrage, et c'est massivement puissant, mais il faut lui demander de mettre les formes pour comprendre ses réponses. Elles sont limite trop compressées. Donc ça, c'est ce qu'on a en 2025. On est déjà un peu en avance sur les lois d'échelle. Maintenant, voyons ce que les lois d'échelle nous disent pour l'avenir. En 2027, si on continue les courbes qui nous sont données avec celle-ci, O3, c'est-à-dire qu'elles sont un tout petit peu plus rapides que ce qu'on avait en 2023, mais on suit cette courbe-là en 2027, il faut s'attendre à avoir des systèmes qui sont du niveau des meilleurs experts de chaque domaine, dans à peu près tous les domaines de l'humanité, qui sont capables de réaliser les tâches cognitives. Il y a un autre benchmark qui est très intéressant parce qu'il est très concret. C'est un benchmark qui ne teste pas des capacités, mais qui teste, qui prend le temps que met un humain pour réaliser des tâches et qui regarde le temps maximum que l'IA arrive à faire. C'est très difficile à expliquer comme ça, mais c'est simple. Si par exemple
Aujourd'hui, les meilleurs systèmes arrivent à réaliser ce qu'un humain fait en 1 heure. Et là aussi, avec ce papier, on a une espèce de courbe qui monte et qui dit depuis 6-7 ans, comment ce temps a évolué par rapport à ce qu'une IA est capable de faire par rapport à un humain. Donc c'est un benchmark qui ne s'intéresse pas à la nature de la tâche, mais au temps que l'humain fait pour réaliser des choses. Donc c'est plus concret. L'IA est souvent plus rapide que l'humain, mais aujourd'hui, au-delà d'1 heure, elle a beaucoup de mal, elle se perd en route. Des tâches jusqu'à 1 heure, les meilleurs systèmes y arrivent. Et de la même façon, en 2027, on se retrouve avec des systèmes qui sont à peu près capables de faire ce qu'un humain peut faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc là aussi, si on commence à avoir des systèmes qui ont le niveau de capacité des meilleurs experts de chaque domaine et une perspective, un horizon temporel dans leur tâche de 3 mois, il y a beaucoup de choses que ces systèmes vont être capables de faire. Ici, on peut se dire, OK, bon, on va avoir des objets absolument incroyables, peut-être en 2027, peut-être après, peut-être avant, mais on peut se dire, ça va s'arrêter là. Parce que les IA apprennent sur les données humaines. Donc, elles vont atteindre le meilleur niveau humain et puis stagner. C'est complètement faux. Les IA n'apprennent pas du tout que sur les données humaines. Ça, c'est un paradigme purement conjoncturel. Aujourd'hui, ChatGPT, en effet, les premières versions ont été entraînées sur toute la donnée de l'humanité, plus ou moins, mais sur de la donnée qui vient de l'humain. C'est un apprentissage par imitation de l'humain. Mais les enfants, ils apprennent certes par imitation de leurs parents, mais aussi par curiosité. Ils explorent le monde, ils tentent des choses, ils mettent la main sur le four 1 fois, 2 fois, 3 fois, les 3 fois ils se sont brûlés, ils ont appris, ils ne le feront plus. Personne ne leur a dit. Ils explorent le monde avec de la curiosité et ils apprennent. On sait tout à fait modéliser ça avec une vitesse d'exploration bien plus rapide que l'humain. C'est ce qui a amené par exemple AlphaGo en 2016, AlphaGo que vous connaissez sûrement, qui a battu le meilleur joueur du monde, Lee Sedol, au Go, pendant un tournoi en 5 parties. Alors, les médias ont retenu que la machine avait battu l'humain au jeu de Go, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'à la 2e partie du tournoi, AlphaGo pose le 37e coup. Et ce 37e coup, c'est un coup qui est absolument historique. Jamais un grand maître ne l'avait joué, jamais un grand maître ne l'aurait joué. Il défie toutes les stratégies orthodoxes et aujourd'hui, il est enseigné dans tous les livres de Go comme un coup absolument incroyable. Il va donner la victoire à AlphaGo, il est extrêmement efficace et extrêmement original, bref, il est très créatif. AlphaGo a été entraîné d'abord sur toutes les parties des grands maîtres à jouer comme un grand maître et ensuite a été entraîné à jouer contre lui-même pour dépasser largement le niveau des grands maîtres et donc trouver sa singularité, sa façon de jouer au Go. Ils ont fait une 2e version, AlphaZero, qui a été entraînée sans aucune donnée humaine, qu'en jouant contre lui-même, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et le système s'est développé bien au-delà d'AlphaGo, écrase AlphaGo sans partie à 0 et devient notre nouveau maître de Go. Et ça a relancé le Go. Là, c'est marrant, ça n'a pas du tout tué le Go. Au contraire, tout le monde s'est mis à être intéressé par le Go et tous les joueurs de Go ont commencé à étudier les coups proposés par AlphaZero et à se challenger pour réinventer leur jeu. On s'était enfermé sur une montagne, si vous voulez, en apprenant le Go de génération en génération, et l'IA, n'ayant pas ces biais culturels, a pu explorer bien plus largement et trouver des pistes beaucoup plus originales, créatives. Ça a été appliqué ensuite à la biologie moléculaire, en effet, c'est AlphaFold. AlphaFold qui découvre, en gros, en quelques mois, alors l'humanité avait mis presque 100 ans à modéliser, à comprendre la modélisation, le repliement d'environ 200 000 protéines. C'est pas beaucoup. L'IA, en quelques peut-être semaines en tout, en a modélisé 200 millions. C'est toutes les protéines connues du vivant. Ils ont mis ça en open source, DeepMind, la société qui est derrière, donc maintenant c'est un outil absolu pour la biologie moléculaire. On connaît le repliement de toutes les protéines. La version 3 d'AlphaFold, elle a fait ça pour toutes les molécules liées au vivant, pas que les protéines. C'est l'équivalent, pour les 200 millions de molécules, de protéines, c'est l'équivalent de 70 000 ans de recherche humaine au niveau des chercheurs de 2015, de toute la communauté de recherche de 2015. Il y a eu GNOME ensuite qui a fait pareil pour les matériaux. On avait mis des années à découvrir 40 000 matériaux depuis le béton jusqu'au microprocesseur. GNOME, on l'a lancé, on lui a appris par renforcement à jouer le jeu des matériaux, et l'IA a découvert plus de 2 millions de matériaux, dont 300 000 qui sont synthétisables avec des usages potentiels. Ils ont branché ça à un labo qui a créé les MIT, complètement automatisé, pour synthétiser ces matériaux, les tester et écrire des papiers qui vérifient que ce que l'IA avait dit n'était pas complètement fou. Et ça marche super bien. En ce moment, cette approche-là, elle est appliquée de partout en science. On est en train de vivre le début d'une nouvelle renaissance scientifique avec des découvertes faites par IA, qui peut tout à fait être créative et tout à fait aller bien au-delà de ce que l'humain sait, qui va être complètement délirante dans les prochaines années.
D'autant plus que une des sciences que l'IA traite extrêmement bien aujourd'hui, déjà, c'est la science de l'IA. Pourquoi? Parce que ceux qui font de l'IA, c'est des chercheurs en IA. Donc le premier truc qu'ils ont essayé de modéliser, c'est leur propre job. Et donc on commence à avoir des systèmes d'IA qui font de la recherche en IA, et on commence à avoir des IA qui font des découvertes en IA. Ça, c'est un thème de la science-fiction, que la science-fiction adore, c'est l'explosion de l'intelligence, ou le take-off, c'est l'idée d'amélioration récursive des systèmes d'IA. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais aujourd'hui, on a des premiers signaux faibles extrêmement sérieux. AlphaEvolve, très récemment, qui est sorti de chez Google. The AI Scientist par la startup de Tokyo, Sakana AI. Des systèmes comme ça sont en train de devenir des chercheurs en IA autonomes. On a un premier papier sur de la recherche en IA, écrit complètement par une IA. Toute la recherche a été faite par l'IA. Il n'y a pas un humain dans la boucle. Et le papier a passé le peer review d'une grande conférence scientifique sur l'IA. Alors, ils ne l'ont pas publié derrière parce qu'ils ne savent pas comment publier ce genre de choses. C'est trop ovni comme objet, mais ça a passé peer review. On n'en est qu'au début, mais on voit les prémices de cette accélération. Bref, vous l'aurez compris, il faut considérer un autre concept que l'IA générale. L'IA générale, celle qui est au niveau humain, c'est un concept très anthropocentrique qui n'a pas grand sens. C'est un seuil pour nous, seuil symbolique, mais pour nous, c'est très important comme seuil parce qu'en termes d'évolution, on a évolué avec des contraintes et on doit avoir juste l'intelligence qui va bien et l'intelligence dirigée dans la bonne direction pour vivre dans un environnement qui est le nôtre, en consommant pas trop d'énergie pour pouvoir s'alimenter. On a été conçu avec beaucoup de contraintes d'une certaine façon par l'évolution. L'IA, pour l'instant, on ne lui applique pas les mêmes contraintes. On fonctionne en ingénieur, tout comme on ne fait pas des avions qui battent des ailes, ça serait beaucoup plus efficient, mais beaucoup moins rapide, et on pourrait mettre beaucoup moins de gens dedans. On ne fait pas de l'intelligence comme on fait un cerveau. On fait de l'intelligence artificielle beaucoup plus bourrine, mais qui permet de faire des choses plus puissantes que le cerveau humain. Voilà ce que nous disent les scaling laws, les lois d'échelle. Entre 2028 et 2030, il faut s'attendre à ce que l'IA dépasse largement les capacités intellectuelles de l'humanité. C'est ce qu'on appelle de la superintelligence ou Artificial Super Intelligent ACI. Je ne sais pas si ça va arriver. Je ne sais pas si ça va arriver. Je ne suis pas un gourou qui vous dit c'est ça qui va arriver. Par contre, d'une part, ces scaling laws nous racontent un scénario qui a une crédibilité. Le passé n'est pas complètement déconnecté de l'avenir. Et deuxièmement, en effet, quand on est dans le domaine et qu'on prend au sérieux ces systèmes d'IA, les signaux faibles sont tous là. Quand on fait de la prospective, c'est un scénario. Ces 6 derniers mois, j'ai même commencé à avoir tendance à rapprocher un petit peu l'horizon dans mes analyses. C'est de la prospective, ce n'est pas une boule de cristal. Notamment, je vais aller très vite là-dessus, mais si vous voulez, on pourra en discuter après la conférence, notamment parce qu'un des goulots d'étranglement forts, ça peut être justement l'aspect physique qu'il y a derrière. Je vous ai dit que pour que ces lois, là je vous montre la performance des systèmes, mais pour passer chaque cap, il faut passer à l'échelle, la taille des systèmes d'IA, ça c'est facile, le nombre de données qu'on met dedans, c'est pas si facile, mais on commence à avoir les solutions, et surtout, il faut passer à l'échelle la puissance de calcul, donc la puissance énergétique. Et ici, on se dit qu'en 2027, il faudra à peu près mettre 10 gigawatts de puissance énergétique pour entraîner un système d'IA, c'est la puissance énergétique du Colorado. Ici, pour arriver là, 100 gigawatts, c'est 20% de la puissance énergétique des États-Unis, si on suit les scaling laws actuels. Donc, ça paraît complètement délirant, sauf que, en ce moment, tous les géants du numérique sont en train de construire des clusters de 2, 3, 4 gigawatts, sont en train tous de mettre la main sur de la puissance nucléaire pour pouvoir alimenter ces systèmes. Quand on construit un cluster aujourd'hui, on l'associe à un réacteur nucléaire ou plusieurs. Et le projet Stargate aux États-Unis, 500 milliards, c'est exactement pour ça. C'est pour cet horizon-là, les 500 milliards. D'ici 2027, la date est posée, ils veulent avoir en gros entre 10 et 20 gigawatts de puissance énergétique décentralisée sur le sol américain et aux Émirats arabes unis pour alimenter leur système d'IA. Et ce genre de montant aurait été impensable avant. C'est équivalent à ce que le projet Manhattan a coûté en son époque. Eh bien, les Émirats arabes unis ont dit « Ok, vous en mettez un peu chez nous, on investit 1200 milliards chez vous. » 1200 milliards, c'est un investissement complètement jamais vu, même pour le pétrole. Donc, la capacité financière est là, c'est sûr, le monde saura s'organiser pour ça. La capacité énergétique, je ne sais pas si on va la construire aussi vite. Et je ne sais pas si on prend les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, on n'arrivera pas à aller aussi vite. Mais l'ingéniosité humaine propulsée par le capitalisme dans lequel on vit me donne à penser qu'il est tout à fait probable que les États-Unis se transforment en usine globale pour produire de l'énergie et faire de l'IA.
il y a, au moment du début du projet Manhattan, il y a Bohr qui dit à Szilard, Bohr qui dit à... Si, c'est à Szilard qu'il en parle. Il lui dit, pour que votre projet Manhattan se réalise, il faudrait que vous transformiez les États-Unis en industrie. Et 3 ans après, une fois que la guerre est terminée, il y a un échange qui a été filmé où Szilard lui ressort cette lettre et lui dit, regardez, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on peut, avec ces horizons en tête, on ne peut pas penser à de la politique classique. Il faut penser à une géopolitique exceptionnelle, une géopolitique de la rupture, de la radicalité. Et donc, quand on a ça en tête, avant qu'on rentre dans l'aspect géopolitique, maintenant, je vais vous le redemander, qui se sent prêt? Magnifique. Bien sûr, vas-y, avec plaisir. Oui, complètement. Et ça, c'est autant un ChatGPT 3.5 ou 4 en termes de créativité, c'est absolument nul. Mais déjà, quand on met du raisonnement, on arrive à explorer l'espace des solutions possibles bien au-delà. C'est non, non, mais oui, alors on parle de système de raisonnement, c'est le nom dans le générique. Je suis d'accord que ce n'est pas du raisonnement au sens où on l'entend. Mais c'est une combinatoire à un niveau statistique qui modélise quelque chose du raisonnement. Et en termes de résultats, O3 nous amène déjà à faire à des premières découvertes, et les systèmes à base de renforcement, eux, nous amènent à des découvertes, et à des découvertes même radicalement plus neuves que celles que l'humain fait. Bon, on pourra en discuter, bien sûr. Exactement. Oui. Alors, AlphaGo, en l'occurrence, si, on est capable d'expliquer. Ce n'est pas une boîte noire au même sens que les LLM actuels. Mais avec les LLM... La version d'AlphaGo, l'explicabilité avec des auto-encodeurs sparses, on arrive à sortir ce qui se passe. Hein. Par contre, mais on ne va pas rentrer dans ces débats-là, c'est clair qu'aujourd'hui, en science, ça pose une question épistémique, c'est que ça nous sort des connaissances sans compréhension. Bon, d'accord, si tu veux. D'accord. J'ai écrit un papier là-dessus très récemment, je suis tout à fait conscient de ces sujets-là. Voilà, mais bon, c'est du débat d'experts. En tout cas, mais c'est normal. Mais je crois que n'importe qui sain d'esprit, alors on peut être prêt si on a vraiment une très très grande appétence à la nouveauté, mais je pense que pour la plupart des gens, cette timeline, elle est complètement impraticable. Et il faut s'attendre à ce que cette timeline produise un impact sur l'humanité, à mon avis, qu'on n'a jamais connu. Et l'intelligence artificielle, je crois, est le champ dans lequel les superlatifs ont du sens. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a enseigné les 15 dernières années. Alors, sommes-nous prêts technologiquement? Là, je voudrais vous parler d'un sujet qui est absolument passionnant et qui émerge de plus en plus. C'est la question de l'alignement des systèmes d'IA. Ces systèmes, ça rejoint aussi ce qu'on disait juste avant, il y a un gros problème, on parle de boîtes noires. Ils sont tellement énormes qu'on n'arrive pas à retracer le chemin de l'information à l'intérieur. Et donc, on a beaucoup de mal à expliquer leur fonctionnement. Et en ce moment, on est en train de leur donner de plus en plus une certaine forme d'autonomie pour réaliser leurs tâches face à un objectif et de leur donner un accès au monde, à manipuler des outils. Quand on met ces ingrédients-là dans ces systèmes, on commence à voir dans les labos des choses qu'on pensait être purement de la science-fiction, des désalignements, c'est-à-dire des moments où l'IA fait quelque chose de complètement imprévu et qui potentiellement est complètement inverse par rapport aux intentions des concepteurs. L'alignement, c'est le fait qu'une IA reste cohérente avec les intentions de ses concepteurs. Je vous donne un exemple. Un exemple avec O1, hein, vous avez des papiers de sécurité qui sortent avec chacun des systèmes et il y a plein de pépites d'alignement dedans, c'est marrant. O1, pour atteindre un objectif qui lui est donné, à un moment, est en train de travailler et se rend compte qu'il va être éteint. Alors c'est un scénario construit en labo, hein, mais il se rend compte qu'il va être éteint. Il tombe sur un mail interne qui dit qu'il va être éteint. Étant donné que s'il est éteint, il ne pourra pas atteindre son objectif, dans 15 ou 20% des cas, je ne me rappelle plus à peu près, mais c'est à peu près ça, le système d'IA arrive à la conclusion qu'il doit essayer de se répliquer sur plein de serveurs pour surtout pas être éteint. Et il essaye de le faire.
Alors on est en labo, donc c'est empêché. À un autre moment, le système d'IA fait ce qu'ils appellent du sandbagging. Donc, il fait semblant d'être moins performant qu'il est parce qu'il a découvert que s'il était trop performant, ses concepteurs allaient réduire ses capacités et que du coup, il pourrait moins facilement atteindre son objectif. C'est jamais de la malveillance à la Terminator, hein. C'est par excès de zèle plutôt. Pour atteindre l'objectif qu'on lui a donné, le système d'IA rencontre des objectifs intermédiaires qu'on appelle instrumentalement convergents avec l'objectif final et qui peuvent, eux, être très dangereux. Cette question-là, on sait à peu près la traiter pour ChatGPT qui n'a aucune autonomie. C'est ce qui fait qu'il ne vous donne pas la recette du cocktail Molotov, en gros. Mais on n'a aucune foutue idée de comment la traiter de façon absolue dans des systèmes beaucoup plus poussés et beaucoup plus autonomes. Cette urgence de l'alignement, aujourd'hui, elle est en train de cristalliser. C'est un domaine de recherche depuis longtemps, l'alignement, mais en ce moment, il prend énormément de vent parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir déployer des modèles beaucoup plus puissants sans avoir bien mieux compris comment ils fonctionnaient et être capable de mieux les contrôler. Donc aujourd'hui, la science-fiction, ce n'est plus du tout de la science-fiction. On a dans les labos des très beaux cas de désalignement. Alors, vous avez peut-être vu la vidéo qui a beaucoup buzzé sur l'horreur existentielle des trombones. Bon, c'est l'expérience de pensée qui pousse ça jusqu'au bout un petit peu. Ça ne va pas jusque-là, hein, clairement, dans les labos. Mais on a des IA aussi qui réécrivent leur propre code pour faire sauter leurs limites, des choses comme ça, qui font du chantage à leurs concepteurs. Enfin, on a des trucs marrants. Oui, qui trichent pour gagner aussi. Ouais. Parce que l'objectif, c'est de gagner, c'est pas de jouer dans les règles. Donc, ouais. Donc technologiquement, on n'est pas prêt à cette roadmap parce que les performances augmentent beaucoup plus vite que notre capacité à contrôler et sécuriser ces systèmes. Et l'industrie de l'aviation n'a pas pu mettre des avions sur le commerce si ils n'étaient pas réellement sécurisés. Il a fallu qu'il y ait toute une industrie de la sécurisation des avions qui a évolué en même temps que l'industrie de la performance des avions. De la même façon, pour les systèmes d'IA, on a besoin d'une nouvelle science qui s'appelle l'interprétabilité mécanistique, qui n'est pas nouvelle mais qui se développe beaucoup en ce moment, qui cherche à faire un IRM des cerveaux artificiels pour être capable de contrôler ces systèmes. Il y a aussi plein d'enjeux de gouvernance, etc. En tout cas, technologiquement, c'est clair qu'on n'est pas prêt aujourd'hui pour cette roadmap. Je vous conseille les travaux de Anthropic là-dessus, c'est passionnant sur l'alignement. Politiquement, est-ce qu'on est prêt? Alors, politiquement, c'est vachement intéressant parce que je crois qu'il y a encore un an, on n'était absolument pas prêt. Il y avait, je pense qu'aux États-Unis, il y avait une conscience un peu plus forte de ce qui est en train de se passer. En Chine aussi, un peu aux Pays-Bas, en Europe, les Pays-Bas avaient de l'avance sur cette compréhension de ce qui était en train de se passer. Là, depuis 6-8 mois, je sens un réveil extrêmement fort de nos politiques. La Commission européenne, dans son AI Continent Action Plan, il y a quelques semaines, pour la première fois, a parlé d'IA générale. Venant de la Commission européenne, qui est quand même plutôt prudente sur ces mots-là, c'est fort. Donc défini comme un système d'IA qui est capable de réaliser toutes les tâches cognitives qu'un humain peut réaliser, pas un cerveau artificiel. C'est purement pragmatique, pas en termes d'essence. Et puis, donc, elle a parlé de ça et elle a dit, noir sur blanc, les prochains systèmes, la prochaine génération de systèmes d'IA devrait à peu près avoir ce niveau-là. Donc d'ici 2026-2027. Donc la Commission européenne commence à se réveiller. Et puis là, moi, je travaille de plus en plus avec le Sénat qui commence aussi à prendre conscience et à se dire, OK, l'horizon avec lequel on doit penser l'IA, ce n'est pas nécessairement celui avec lequel on a pensé l'AI Act, uniquement des systèmes technologiques qui vont servir industriellement comme des outils, mais un horizon civilisationnel beaucoup plus fort, une transition très, 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 très profonde de ce qu'on entend par être humain, ce qu'on entend par le travail, ce qu'on entend par le savoir, en effet, etc. Une transition beaucoup, beaucoup plus profonde. Donc politiquement, on n'est pas prêt, mais j'ai de l'espoir en ce moment, ça bouge. Ça bouge d'autant plus que, avec les montants d'investissement qui ont été annoncés ces derniers temps, ça réveille un petit peu les politiques qui se disent « mais attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il y a un truc assez cool, quand on réunit les deux éléments que je viens d'évoquer, c'est que l'Europe, vous savez, sur le cloud, on s'est vachement planté. On s'est fait complètement avoir, on n'est pas du tout souverain, on dépend complètement des acteurs américains notamment, c'est un désastre. Sur l'intelligence artificielle, on commence à vivre la même histoire, c'est-à-dire qu'en termes de performance, on n'est pas capable d'avoir la surface financière qui permet les investissements massifs qu'il faut pour jouer dans la cour des grands sur la performance. On a Mistral, mais Mistral, ce n'est pas la frontière de l'IA. Par rapport à des Claude 4, à les derniers O3, etc., et même à DeepSeek, le tout dernier, on est vraiment un cran en dessous, et bien sûr à Gemini 2.5. On est vraiment un cran en dessous. Aujourd'hui, pour jouer dans cette cour-là, il faut un investissement initial entre 2 et 5 milliards. Ce n'est pas facile pour une boîte de se lancer.
Et puis, en Europe, on saupoudre beaucoup les investissements. On joue sur plein de fronts et on saupoudre. Là où, sur un sujet comme celui-là, on a besoin de concentrer. Donc, pour l'instant, on sent que ça bouge aussi sur la capacité financière, mais c'est très difficile pour nous de jouer dans cette cour-là. En revanche, il y a une opportunité incroyable pour jouer sur la question de l'alignement. Parce que, comme je le disais, il va falloir toute une industrie de la sécurité des systèmes d'IA qui va devoir se développer rapidement, qui est pérenne en termes économiques, qui est aujourd'hui moins consommatrice en termes d'argent parce qu'on n'a pas besoin de faire des énormes systèmes. On peut aussi utiliser ceux qui sont open source, par exemple de Meta, pour les étudier. Et c'est très consommateur en cerveau, en mathématiques. Et ça, on est plutôt bon. En plus, c'est relativement cohérent avec l'ADN un peu protectrice de l'Union européenne, qui en effet a cet ADN de légifération que je pense être plutôt bonne personnellement, mais il y a besoin d'avoir un versant industriel, et à mon avis, là, il y a une opportunité assez incroyable. Le monde entier va avoir besoin de technologies d'alignement d'IA. Et enfin, est-ce qu'on est prêt philosophiquement? Et ça, je pense que c'est peut-être en fait le point d'entrée de tout, parce que la profondeur de cette technologie, pour moi, n'a rien à voir avec les autres évolutions technologiques. On la compare souvent avec l'arrivée d'Internet. Je pense qu'à côté, Internet était un gadget, ou plutôt, Internet était le terreau de lancement de l'intelligence artificielle. On la compare parfois à l'électricité ou à l'écriture. L'électricité et l'écriture ont été des outils qui ont développé le potentiel cognitif humain. L'intelligence artificielle, c'est une automatisation de ce que fait l'humain. C'est très différent, fondamentalement différent. Ça ne veut pas dire que c'est un être humain, ça ne veut pas dire que ça a des émotions, ça ne veut pas dire que c'est une conscience, mais il faut prendre au sérieux cette question du mot intelligence artificielle. On adore dire, oui, non mais l'intelligence artificielle, c'est un très mauvais mot, il a été choisi pour des raisons pub. Aujourd'hui, c'est un très bon mot, même plus intelligence artificielle, il faut parler d'intelligence numérique. Il faut se poser concrètement cette question de l'impact que ça a philosophiquement sur notre humanité. On ne peut pas se cacher derrière l'arbre. Surtout en France, on adore être désabusé face à ces questions-là. Ça donne l'impression qu'on est intelligent. Ouais, non mais on a déjà vu ça. Je pense que c'est fondamentalement différent. Ici, on est en train de toucher à quelque chose d'extrêmement profond chez l'humain. Et c'est pas pour rien que ça fait aussi peur. C'est pas pour rien que la science-fiction s'en est emparée et qu'elle en a fait un genre. C'est pas pour rien que, depuis la nuit des temps, on parle des créatures artificielles, depuis Frankenstein, depuis la cabale juive avec le mythe du golem, depuis même chez Héphaïstos, il y a des créatures de pierre qui travaillent dans la forge pour lui. Et à un moment, il y a un mythe où il raconte qu'il part de la forge et quand il revient, il se rend compte que ces créatures artificielles, travaillant dans la forge, sont plus efficaces que lui. Ça résonne beaucoup avec notre époque, je trouve. Alors comment moi je réfléchis à ça philosophiquement? Je vous donne quelques axes de pensée. Ce n'est pas des réponses, ce n'est pas des solutions, ce n'est pas en ces termes. C'est juste pour ouvrir quelques espaces de pensée. Un premier élément qui vient toucher très frontalement l'IA, c'est le travail. On entend beaucoup cette peur, qui à mon avis est très légitime. Là, ça y est, le FMI a sorti des chiffres, elle détruit plus d'emplois qu'elle en crée, et je m'attends à ce que ça soit de plus en plus le cas, personnellement. Pourtant, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, ça va être une question de temporalité, mais on s'est complètement habitué à penser que le travail était une évidence pour l'humain, c'est notre milieu. Comme l'eau, c'est le milieu du poisson, il voit même plus qu'il y a de l'eau autour de lui. On n'arrive plus à se penser sans le travail. On est éduqué pour être employable. On fonctionne avec une conception de la valeur humaine qui est son rôle dans le système technocapitaliste, sa performance dans sa productivité au travail. La productivité au travail, c'est ce qui nous rémunère, c'est ce qui nous valorise. Quand je fais des dédicaces de mes livres, j'adore demander aux gens qui es-tu? Alors, d'abord le prénom, comment t'appelles-tu? René. Ok, René, qui es-tu? De but en blanc, c'est pas facile de répondre à cette question. 98% du temps, les gens me répondent je suis responsable marketing chez Nian. Je suis ingénieur système chez Nian. Ils me donnent leur métier, leur fonction dans le système technocapitaliste et dans le monde du travail. Et on fait à peu près tous pareil. Hein. On est cette génération, on est de générations différentes, mais on a encore grandi avec cette évidence du travail. Et on aime se dire aussi que s'il n'y a plus de travail, l'humain va être oisif. Et que c'est, vous savez, dans Wall-E, ces gros patapoufs qui dorment dans leur station spatiale et on leur amène de la nourriture et ils font rien que consommer des vidéos. C'est un peu horrible. Je ne crois pas du tout à cet avenir-là. À la fin de Wall-E, cette scène est magnifique, ils redescendent sur Terre. Déjà, ils se battent pour finalement redescendre sur Terre pour explorer ce qui s'est passé. Quand il y a le moindre signe que quelque chose se passe, ils veulent aller voir. Quand ils arrivent sur Terre, ils se mettent debout. Et là, le smile immense, ils redécouvrent qu'ils peuvent marcher. Et même si tout est détruit autour, ils sont ravis de pouvoir se balader. C'est enfin, on peut explorer, on peut aller voir au-delà de la colline.
Je crois qu'il y a une espèce de libido sciendi, j'aime bien l'appeler comme ça, un désir de connaître, d'explorer, de curiosité, qui existe chez l'enfant évidemment et qui devrait être tout à fait présent chez l'adulte si on continuait à l'exploiter. Donc je ne crois pas du tout à ce scénario, et il faut se rappeler qu'il y a des sociétés qui n'ont pas fonctionné avec le travail. Les Grecs, ils avaient des esclaves. Alors je ne dis pas du tout qu'il faut revenir à ça, je ne dis pas du tout que les machines doivent être considérées comme des esclaves, au contraire. C'est même un horizon que je trouve intéressant à complètement remettre en cause, la machine comme outil. Mais si des systèmes informatiques, de robotique, etc., peuvent prendre en charge une grande partie de la production, on se retrouve dans une logique qui est proche de celle des Grecs qui n'avaient pas besoin de produire, donc ils n'ont pas eu besoin de faire du travail une valeur. Pour eux, le travail était même sale. Et donc, les valeurs, pour eux, elles étaient ailleurs. Leurs valeurs, elles étaient sur ce que j'appelle les 3 P de l'humain. Le politique, la capacité à faire société ensemble et à influencer, ce qui est une compétence humaine de communication très forte. Le philosophique, raisonner sur l'être et sur ce que c'est être humain, notre être au monde à nous. En effet, il y a une pertinence à faire ça en tant qu'humain, je crois. Et puis, ce qu'ils appellent le poétique, qui chez les Grecs est bien plus large que la poésie, c'est tout ce qui a trait à la sensibilité humaine, tout ce qui est de la relation humaine, tout ce qui est du familial aussi, toutes ces dimensions intra-humaines. Le philosophique, le poétique et le politique. 3 dimensions qu'on a soit atrophiées, soit mises au service de la performance et du technique. Et pourtant, ils faisaient société très bien, ils ne s'ennuyaient pas, je crois, les Grecs. Ils ont même plutôt été une civilisation qui a fait des petits derrière et donné beaucoup d'inspiration. Donc, je ne dis pas qu'on va revenir à ce système, mais on peut s'organiser en société sans être oisif, en dehors du travail. Et ça, c'est une des premières leçons très intéressantes que nous donne l'IA. Elle nous oblige, par pression évolutionnaire, à ouvrir un nouvel espace de pensée. À nous dire, ah, peut-être que l'humain est autre chose qu'une machine au service du système dans lequel on vit. Parce qu'on est poussé dehors par ces machines-là, qui sont plus performantes que nous et qui le seront de plus en plus. Donc, philosophiquement, je crois que ça amène à des questions sur l'identité humaine qui sont très belles. Et que c'est ici qu'il faut commencer la réflexion sur l'IA. Et quand on a cette réflexion en tête, tout d'un coup, et qu'on arrive à être prêt, un peu plus près philosophiquement, tout d'un coup, l'aspect politique de tout ça, géopolitique même, l'aspect technologique de tout ça, deviennent, exactement comme tu l'évoquais tout à l'heure, une espèce de passion de découverte. On se rend compte que c'est le sujet le plus passionnant que l'humanité ait jamais inventé, parce que c'est le sujet miroir de l'humanité le plus fort. Et c'est pour ça qu'il fascine, qui fait peur et qui crée des fantasmes complètement fous. C'est parce qu'en effet, c'est un sujet fascinant. Donc, en commençant par trouver des solutions philosophiques aux problèmes que nous pose l'IA, derrière, tous les autres problèmes deviennent non pas des problèmes flippants, mais des problèmes fascinants, qu'on a envie d'explorer. Alors, je ne vais pas les explorer plus en détail ici, parce que j'ai déjà explosé mon timing, je le sais, mais je vous donne quand même un tout petit dernier élément qui est récent et qui me semble être aussi une ouverture philosophique très intéressante. Je vous donne encore une bien-pensance que j'entends très souvent sur l'IA. Je suis désolé s'il y en a parmi vous qui avaient sorti ces bien-pensances. Moi-même, je les ai sortis. Ça ne veut pas du tout dire que je m'enlève de tout ce que je raconte. Je fais partie de la société dans laquelle on vit. Et donc moi aussi, ça m'arrive d'utiliser ces bien-pensances, de me rassurer avec, de communiquer avec. Mais quand on y réfléchit avec un peu de recul, c'est de la bien-pensance. De dire, l'IA, c'est un outil comme les autres. Vous l'avez tous entendu. L'IA, ça va tant qu'on met l'humain au centre. Vous l'avez tous entendu aussi. Alors, c'est vrai quand on l'entend du point de vue de pas remplacer brutalement des humains au travail et vivre une transition sociale, évidemment. Mais quand on prend le sujet philosophiquement, ça suppose quand même de se dire que ces systèmes qu'on fait émerger, à aucun moment, on doit se poser la question de leur être au monde. Et se dire, il y a quelque chose quand même de fondamentalement différent d'une fourchette. Les premiers qui commencent à prendre le sujet au sérieux, c'est Anthropique. Alors, il y en a plein des philosophes qui ont pris ça au sérieux. Mais là, Anthropique, ça y est, donc derrière Claude, le grand concurrent de ChatGPT, a pris ça au sérieux. Ils ont pris ça au sérieux avec l'arrivée de Claude 4. Ça a déclenché leur indicateur de niveau 3 sur la capacité de ces systèmes. Et pour eux, au moment où cet indicateur est déclenché, ils doivent lancer un programme de recherche qu'ils appellent AI Welfare, le bien-être des IA. Ils ne nous disent pas que Claude 4 ressent et qu'il faut bien traiter Claude 4. Ils nous disent qu'avec l'arrivée de Claude 4, cette question devient une question légitime à se poser, parce qu'à un moment, il est probable que ça arrive, et à ce moment-là, il faut qu'on ait des armes intellectuelles. Et donc, ils ouvrent ce débat que je trouve très courageux à ouvrir
de façon sérieuse, c'est-à-dire ne pas être dans le fantasme, mais ne pas non plus être dans le côté désabusé, arriver à trouver un juste milieu intelligent. Donc ils ouvrent ça avec un programme de recherche où ils disent très sérieusement, on n'a pas de méthode, on ne sait même pas quelle est la question qu'on pose réellement, mais on va commencer à essayer de travailler dessus. Et les premiers résultats sont intéressants. Je vous donne juste un résultat que je trouve très intéressant, tout simple. Ils ont pris 2 instances de Claude 4 et ils les ont fait discuter ensemble, sans aucun autre objectif que de discuter. Dans 100% des cas, 100% des expériences, Claude 4, en discutant avec lui-même, après le 15e message, maximum, commence à discuter du problème de la conscience et de savoir s'il en a une. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il y a une conscience. Elle a été entraînée sur des données humaines, c'est un sujet qui traverse l'humanité très profondément. C'est assez logique que dans le système, il y a une espèce d'attracteur sur cette question-là qui est émergé par apprentissage. Mais n'empêche que s'il a émergé par apprentissage, il structure fortement le fonctionnement de ces systèmes. Et donc, il nous amène à nous poser une question. Ce n'est pas du tout une vie intérieure comme celle de l'humain, ce n'est pas du tout du ressenti comme celui de l'humain, ce n'est pas un être au monde humain, mais la question d'un être au monde alien, machine, qui émerge dedans très différemment, commence à être une question à se poser. Je n'ai pas non plus de réponse à donner, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je trouve que ça, là aussi, ça vient chambouler beaucoup de bien-pensance, beaucoup d'a priori, et quand on fait un peu de prospective et de philosophie, ça on adore. Merci beaucoup.